Mardi 13 décembre 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, on les détails des informations de ce jour. Le budget utilisé pour la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Tuamas n'est inscrit dans la loi des finances rectificatives de 2022. Toutes les procédures pour la construction de cette route ont été suivies selon les normes, affirme le député Milavouds Philobert en réponse aux allégations du député Roland Ratirek. Néanmoins, le ministère des Travaux publics devrait accélérer le décaissement de ce budget avant la fin de cette année, affirme-t-il, pour que les travaux avancent. Plus de détails avec Naté Rakoutoumaf. Le président de la République a déjà effectué la pose de la première pierre pour la construction de l'autoroute Antananarivo-Tuamas. Ce geste du président a été fait tout en suivant les normes, donc les allégations du député Roland Ratirek, selon lesquelles aucune procédure n'a été suivie sans fausse. Selon le député Milavouds Philobert, le budget des travaux est déjà inscrit dans la loi des finances rectificatives de 2022. Un appel d'offres a été fait pour la réalisation de ce projet présidentiel et une passation de marché a déjà été faite. Le député Roland Ratirek peut vérifier cela au niveau de l'RMP selon les déclarations de Milavouds Philobert. C'est au ministère des Travaux publics de décaisser ce budget d'avancement qui est de 300 milliards d'ariars. Aucun budget n'a encore été débloqué par le ministère des Travaux publics jusqu'à l'heure actuelle. Ainsi, ce parlementaire appelle le ministère des Travaux publics à décaisser ce budget au plus vite, car il ne pourra plus l'avoir si cela dépasse cette année. La loi des finances initiales ne prend plus en charge ce budget. De ce fait, le député Roland Ratirek peut également vérifier cette somme au niveau de la Banque centrale de Madagascar, car il y est encore en tant que DTS ou droits de tirage spéciaux au nom du FMI. Il est à noter que les travaux de construction de l'autoroute Antananarivo-Tuamas sont actuellement en cours. Et la réhabilitation de la route nationale 23 est une promesse du président de la République à la population de la région Atinanan. Une portion de 80 km de cette route reliant Mahanour à Maroulimbe est actuellement praticable suite aux travaux effectués par le ministère des Travaux publics. La société en charge est actuellement en plein travaux et la priorité pour le ministère est de renforcer la structure de cette route pour éviter des éventuelles dégradations entraînées par la pluie. Toujours avec Naté Rakoutoumaf. Les gros points nord se situent entre Imbanindjan et Imbunvuang sur cette route nationale numéro 23 reliant Mahanour à Maroulimbe selon un transporteur. Le trajet aller de Mahanour vers Maroulimbe peut durer jusqu'à 2 semaines, surtout en saison pluvieuse. Le trajet entre les deux districts dure 2 semaines pour l'aller et 2 semaines pour le retour, car la route est en piteux état. Nos véhicules tombent toujours en panne sur la route ou à notre arrivée. Il faut toujours acheter de nouvelles pièces. Et actuellement, cela s'est un peu amélioré car on peut faire aller à Maroulimbe en 2 jours, selon toujours Emedi, un transporteur. Avant que le ministère des Travaux publics n'entame les travaux, la population de Maroulimbe ne savait plus ce que c'est qu'un taxi-brousse, affirme Goélin, car ces derniers n'arrivent plus dans leur district. Maintenant, le domaine du transport commence à s'améliorer petit à petit. Le ministère des Travaux publics priorise actuellement la fluidité de la circulation au niveau de cette RN23 pour désenclaver avant tout le district de Maroulimbe. Les travaux se poursuivent et seront achevés dans les délais, selon le ministre des Travaux publics. Il faut également renforcer la structure de la route en y mettant des radiers, des couches de béton sur les côtés au plus vite pour éviter que la pluie n'entraîne de nouvelles dégradations. La route nationale numéro 23 devrait être fonctionnelle d'ici 3 à 4 mois, selon le ministre. Ensuite, les ingénieurs malgaches sont compétents, mais il faut voir les stratégies à mettre en œuvre afin de les mettre à la place qui leur convient, a déclaré aujourd'hui le ministre des Travaux publics lors de l'ouverture officielle du Salon des ingénieurs qui se tient au Radisson Blu à Boudvoun aujourd'hui et demain. Le ministre de l'eau a confirmé que la recherche scientifique est indissociable du monde de l'ingénierie et doit être mise en avant lors de cet événement. Pour le président de l'Ordre des ingénieurs de Madagascar, c'est une priorité de mettre en œuvre les règles de discipline et le code de conduite pour veiller au bien commun. Reportage sur les images de Seych Rajianab et Miarvou Latsfirat. Environ 15 000 ingénieurs malgaches travaillent actuellement dans le secteur public et privé. Pourtant, cet effectif n'est toujours pas suffisant en termes d'estimation car il devrait y avoir au moins 40 000 ingénieurs sur toute l'île d'ici 10 ans avant que la vision de développement portée par le gouvernement ne se concrétise, selon les explications du président de l'Ordre des ingénieurs à Madagascar.
Leur objectif est de faire respecter la discipline et le code de conduite une fois que les élèves universitaires quittent l'école et entrent dans le domaine du travail. Le ministre des Travaux publics a déclaré aujourd'hui, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement Salon des ingénieurs à Moudvoun, que les ingénieurs malgaches sont des experts et cela est prouvé par le fait que près de 20% des ingénieurs malgaches travaillent à l'étranger. Par ailleurs, les ingénieurs doivent être mis à la place qui leur convient et estimés à leur juste valeur, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le monde de l'ingénierie et celui de la recherche scientifique sont indissociables, a déclaré le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Il est nécessaire de transformer les résultats de recherche en production dans le domaine du développement économique du pays, selon Fidnia Fravougadj, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Les ingénieurs tiennent également un rôle important dans le développement du pays, tant dans le secteur public que privé. Il aide également le gouvernement à travers de nombreux projets dans le pays. Environ 15,5 milliards d'arrières de pertes recettes publiques de 2018 à 2021, dont 4,5 milliards pour l'État et 11 milliards pour les collectivités territoriales. Cela a été constaté durant l'audit des opérations minières, selon le rapport publié par la Cour des comptes aujourd'hui. Ainsi, cette dernière a fait une recommandation concernant la gestion, la production et la commercialisation de l'or. Reportage sur les images de Pras Denilson. En examinant la production et la commercialisation de l'or dans 6 communes de la région de Betsbouk, dans la commune Najib, Atanbar, Antiavabousch, Peyanan, Maïvatanan 1 et 2, la Cour de compte a constaté que les activités de production de l'or ne sont pas suffisamment encadrées et suivies par les autorités communales et l'Agence nationale de la filière or ou ANOR. En contrôlant les déclarations d'or effectuées par Madagascar et les déclarations d'importation y provenant entre l'année 2018 et 2021, la Cour a constaté un écart de 4,5 tonnes d'or, soit l'équivalent de 779 milliards d'arrières de pertes en devises. Ces lacunes dans le suivi et le contrôle de la filière aurifère ont de lourdes conséquences pour les finances publiques selon le président de la Cour des comptes. En effet, 15,5 milliards d'arrières de pertes de recettes publiques de 2018 à 2021, dont 4,5 milliards pour l'État pour les redevances minières et 11 milliards pour les collectivités territoriales. Mis à part cela, il a été également rapporté durant le rapport de la Cour des comptes ces autres sujets tels que les irrégularités dans l'utilisation des ristournes minières issues du projet Ambadvi au profit des collectivités territoriaux décentralisées durant l'année 2018 jusqu'à 2020, la politique et la stratégie nationale d'assainissement, ou PSNA, non effective, et l'exécution des lois de finances pour 2019, marquée par un fort creusement du déficit. Et l'impraticabilité de la route menant à la commune rurale d'Ambouangibé, à l'instar de nombreuses communes, ne constitue pas un obstacle au déroulement de l'opération de jugement supplétif d'actes de naissance et de délivrance de cartes nationales d'identité sur place. Une mission de supervision de l'opération conduite par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation s'est déroulée dans la dite commune hier. Dans la foulée, de nombreuses cartes nationales d'identité ont pu y être délivrées et les bénéficiaires pourront désormais jouir de leurs droits. Les 28 fouquetins de la commune rurale d'Ambouangibé viennent d'être couvertes par l'opération de jugement supplétif d'actes de naissance et de délivrance de cartes nationales d'identité, malgré le fait que ces localités soient difficiles d'accès. Par ailleurs, en matière de sécurité publique, des quartiers mobiles ont été formés afin de renforcer les forces de l'ordre dans les 829 fouquetins et 86 communes dans toute la région de Sava. Des tenues de travail leur ont été attribuées par la région Sava. La remise officielle des tenues au quartier mobile de 12 communes de la région Bémari-Vamboun s'est faite hier. Toujours lors de cette visite du ministre Toukil Justin, des cartes de producteurs professionnels ont été distribuées aux producteurs de vanille de la région Bémari-Vamboun dans le district de Sambave. Connu en tant que première région productive de vanille, l'État se doit d'y protéger les intérêts des producteurs, d'après le ministre de l'Intérieur. Dans un autre sujet, il y a quelques jours, des inconnus se sont introduits dans les locaux administratifs de la société malgache Kroma à Bréville, dans le sud du district de Tsaratanan. Les employés qui gardaient les locaux sont intervenus, mais ils n'ont pas pu empêcher la destruction des documents ni la disparition des équipements de grande valeur. Selon les consignes du président de la République au gouverneur du région Betsbouk, dans le cadre du redressement de l'entreprise Kroma, il y a eu une inspection et un inventaire des
des équipements restants au sein de l'entreprise dimanche dernier. Fitch Adjiatialoun. Des équipements de grande valeur ont disparu. Les documents ont été mis sans dessus-dessous. Les roues des grands engins miniers, encore utilisées par la Croma, ont été volées, a déclaré Dina Gianirine, délégué de personnel Croma Préville. Dimanche 11 décembre, ces responsables ont fait l'inventaire des équipements restants au sein de la société malgache Croma. En effet, il est encore possible de redresser cette société, a annoncé le gouverneur de la région de Pittsburgh, Rajian Zafnijin Jean-Roger. Par ailleurs, en plus de la remise en marche de l'entreprise malgache Croma, les ouvriers restant à Préville demandent la vente de la production déjà transformée qui est emmagasinée à Préville. L'organe mixte de conception, ou l'OMC de la région de Pittsburgh, s'est rendu sur place avec le gouverneur de la région Pittsburgh et a pris des mesures pour sécuriser les lieux. En ce qui concerne les actualités sportives, les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar auront lieu ce soir et demain soir. Pour ce soir, la Croatie affrontera l'Argentine, un match très disputé car sur les deux derniers matchs où elles se sont affrontées, les deux équipes en ont remporté un chacun. La Croatie a battu l'Argentine sur le score de 3-1 lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie et en 2014, l'Argentine s'était imposée sur le score de 2-1 en match amical. Le match de ce soir décidera qui va aller en finale entre l'Argentine et la Croatie. Pour demain, le Maroc et la France disputeront le deuxième match des demi-finales. Un match dont l'issue risque d'amener des troubles dans la capitale française et cela, quel que soit le vainqueur. Concernant les actualités culturelles, la deuxième édition du festival Marlouk d'Amboïtsen se tiendra à Agatsu et débutera jeudi prochain. C'est une célébration de la diversité culturelle au sein de la communauté universitaire qui est également un événement conçu pour mettre en valeur les recherches scientifiques des étudiants. De plus, l'histoire et le patrimoine culturel malgache seront mis à l'honneur lors de toutes les activités du festival Marlouk. C'est Sylvain sur les images de Nza Hanjiansu. Amboïtsen Agatsu à Antananarivo, le point de rencontre des 23 régions de Madagascar. Des dizaines de formations y sont également disponibles. À cet égard, l'on peut dire que l'université d'Antananarivo est un centre riche en diversité, a déclaré le responsable. C'est la raison pour laquelle elle devrait être célébrée à travers le festival Marlouk, qui est un festival permettant d'exposer la culture et de renforcer la solidarité selon les explications. L'histoire de Madagascar est également mise à l'honneur lors du festival Marlouk. Par ailleurs, les organisateurs n'ont pas oublié la présentation des résultats de la recherche des étudiants, le développement des jeux malgaches traditionnels comme le fanourn et la promotion des talents des entrepreneurs au sein de l'université. Ce festival aura lieu le jeudi 15 et vendredi 16 décembre prochain à Amboïtsen Agatsu. Passons maintenant aux actualités internationales. L'arrestation de la vice-présidente du Parlement européen pour son implication présumée dans un scandale de corruption en lien avec le Qatar suscite de nombreuses réactions au sein des 27. Plusieurs ministres ont appelé lundi à une enquête complète et transparente. Reportage sur les images de France 24. Ce lundi au Parlement européen, les mines sont graves et embarrassées à la hauteur des faits reprochés à sa vice-présidente. Ce sont des nouvelles très inquiétantes, très inquiétantes. Une enquête de police et de justice sont en cours. Nous devons suivre ce qui en ressort. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'accusations très graves, très graves. La vice-présidente du Parlement européen et 3 autres personnes, parmi lesquelles un ancien élu européen italien, sont désormais en prison. Une enquête de la justice belge est en cours. Elle porte sur des soupçons de versement effectués par le Qatar pour influencer des décisions au sein de l'institution. Selon une source judiciaire, des sacs de billets ont été trouvés dans l'appartement d'Eva Kaili. Cela va bien au-delà de ce qui s'est passé dans ce cas très spécifique. Il s'agit vraiment de la réputation d'une institution démocratique, de la confiance de nos concitoyens. L'affaire éclate en plein mondial de football au Qatar, pointé du doigt par les ONG pour son piètre bilan en matière de respect des droits de l'homme, en particulier des travailleurs engagés pour construire les sites de la Coupe du Monde. En novembre dernier, Eva Kaili avait surpris, vantant les réformes entreprises par le Qatar à la tribune du Parlement européen.
J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'abolition du système de la kafala, l'introduction du salaire minimum, alors que même les entreprises européennes ont du mal à respecter ces lois. Une réunion des présidents de groupes parlementaires se tient ce lundi sur le sujet, à la demande de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Ensuite, une conférence bilatérale pour la résilience et la reconstitution de l'Ukraine s'est ouverte aujourd'hui à Paris. Objectif, définir les besoins des Ukrainiens et les aider à préparer l'après-guerre dans un contexte où la situation humanitaire se dégrade avec l'hiver. Toujours avec France 24. La visite est express, mais très importante. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal et la Première dame du pays Olena Zelenska sont à Paris ce mardi pour une conférence de soutien à l'Ukraine. 47 pays devraient participer selon l'Elysée. Au programme, l'aide internationale d'urgence. La Russie ne cesse de cibler les infrastructures du pays. Partout en Ukraine, les accès à l'eau, à l'électricité, au chauffage, à la nourriture ou encore aux soins ne sont pas garantis. Alors, les dirigeants vont tenter de s'accorder sur le soutien à apporter à l'Ukraine pour permettre à la population de passer l'hiver. La reconstruction du pays sera aussi au cœur des discussions. Pour l'heure, son montant est estimé entre 400 et 700 milliards d'euros, alors que la guerre continue. Une réunion bilatérale entre les autorités ukrainiennes et près de 500 entreprises françaises est également prévue. Ce lundi, lors d'une réunion du G7, le président ukrainien a d'ailleurs lancé un appel. Nous devons être plus actifs dans la reconstruction. Cela montrera clairement au monde entier les véritables capacités du système démocratique. Les aides qui pourraient être accordées s'ajouteraient aux sommes déjà allouées à Kiev. Sur le plan militaire, le Royaume-Uni a fourni l'équivalent de 2,7 milliards d'euros à l'Ukraine, l'Union européenne 19,7 milliards d'euros, les États-Unis, plus grand donateur au monde, l'équivalent de 68 milliards de dollars. Joe Biden réfléchit déjà à une avance supplémentaire qui, si elle était adoptée, porterait le montant total de l'aide américaine à plus de 100 milliards de dollars. Et pour terminer cette édition, des affrontements ont éclaté lundi soir à Brasilia entre policiers et partisans du président sortant Jair Bolsonaro qui exigeait la libération des dirigeants autochtones arrêtés pour avoir incité à des violences antidémocratiques selon un photographe de l'AFP sur place. Les détails avec France 24. Ils ne désarment pas. Les supporters du président sortant, Jair Bolsonaro, n'acceptent toujours pas la victoire de Lula lors de la dernière élection. L'arrestation d'un responsable indigène accusé d'agissement antidémocratique a mis le feu aux poudres. Cet homme a organisé des manifestations pour contester le résultat de l'élection présidentielle. En guise de protestation, les partisans de Bolsonaro ont tenté d'envahir le quartier général de la police. Cette arrestation a été ordonnée par le juge Alexandre de Moraes, qui quelques heures plus tôt présidait la cérémonie de certification de la victoire de Lula. La stabilité démocratique et le respect de l'état de droit signifie obéir fidèlement à la Constitution, aux institutions pleinement fonctionnelles et signifie l'entière responsabilité de ceux qui ont tenté de renverser l'ordre public en créant un régime d'exception. À l'extérieur, une poignée de supporters de Jair Bolsonaro assure qu'ils n'abandonneront pas et réclament le maintien de leur champion au pouvoir. Pas de quoi perturber le président élu, ému aux larmes de retrouver le pouvoir après être passé par la case prison. Je veux m'excuser auprès de vous pour mon émotion, car être ici maintenant, après tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est la confirmation que Dieu existe et que le peuple brésilien est plus grand que toute personne qui tente de gouverner arbitrairement ce pays. La passation de pouvoir doit se tenir le 1er janvier, même si Jair Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.